Les Écosses, c'est une aventure qui a débuté en 2018 avec la mise en place du premier certificat de compétences cliniques, le premier C-Cube, et qui a placé notre faculté de médecine Montpellier-Nîmes parmi les pionnières de l'évaluation des compétences médicales en France. Depuis, l'équipe s'est étoffée et le parcours s'est enrichi et structuré. Nous avons construit pas à pas, brique par brique, en tenant compte des exigences méthodologiques de la réforme du second cycle, cette fameuse R2C. Mais pourquoi évaluer les compétences des étudiants de deuxième cycle? Est-ce seulement pour réaliser un matching avec une note de compétences contribuant à hauteur de 30% au classement final? Non, en fait, la R2C a souhaité introduire une note de compétences afin que cette dimension ne soit pas oubliée du cursus des étudiants. Cela représente un véritable enjeu dont la finalité est de ramener les étudiants auprès des malades sur les terrains de stage. ECOS pour examen clinique objectif structuré, c'est le modèle d'évaluation des compétences le plus répandu. Examen de la clinique qui repose sur des critères objectifs et avec une structure précise. Il préserve la reproductibilité et l'équité entre les étudiants grâce à une méthodologie précise que nous allons vous présenter maintenant dans ce film. Alors on avait l'expérience du certificat de compétences cliniques sur le multisite Occitanie et ça nous a permis d'être bien actifs au sein du groupe national ECOS de la conférence des doyens mais aussi au sein du réseau de la Société francophone de simulation. En fait, il fallait rendre réalisable cette réforme très ambitieuse. Du coup, à Montpellier-Nîmes, on a lancé un plan pour que la faculté et les étudiants soient prêts dans les temps pour le nouvel examen national, c'est-à-dire l'année universitaire 2023-2024. Autour du responsable ECOS, Philippe Guillepin, on a constitué donc un copil pédagogique et scientifique. Il s'appuie bien sûr sur les forces administratives, la scolarité et les personnels des plateformes de simulation. Fin 2020, un premier cercle de référents disciplinaires a été identifié et formé. Leur rôle, c'est rédiger, accompagner la rédaction et le test des scénarios, bien sûr, mais aussi de diffuser la bonne parole pour que tout le monde s'approprie l'ensemble du dispositif. Ces référents ont permis de conduire les 3 premières sessions, une formative et 2 certificatives. On les remercie beaucoup. Mais maintenant que tout le monde a clairement conscience des enjeux, il faut que toutes les spécialités les rejoignent dès cette année. En même temps, en parallèle, de gros efforts ont permis de mettre sur pied l'école des partenaires standardisés, anciennement patients standardisés. Tous ces moyens, universitaires, humains, matériels, sont en cours de dimensionnement. En 2 ans, du coup, nous réalisons progressivement le défi de passer de l'artisanat et du prototype à un système réglé et soutenable dans la durée pour les équipes. Tout ça pour nos étudiants et leurs futurs patients. L'organisation des Écosses au sein de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes est un enjeu important. Elle nécessite une organisation complexe et multifactorielle. La faculté étant bicite, l'organisation de cet examen demande une synchronisation et une harmonisation du parcours sur nos 2 sites afin d'en garantir l'équité et la confidentialité. Avec en moyenne 300 étudiants par promotion, cela représente en termes d'organisation 4 demi-journées d'examen, avec 75 étudiants par demi-journée organisés sur 3 flux simultanés, 1 sur Nîmes et 2 sur Montpellier. Chaque flux est composé de 2 à 5 stations, dont un geste technique. Il faut considérer que pour 2 étudiants, nous devons mobiliser un personnel enseignant, technique ou administratif. Les rôles de chacun sont clairement définis. Les personnels administratifs et techniques assurent l'accueil, l'orientation des étudiants, la répartition des évaluateurs et des patients standardisés, ainsi que la préparation matérielle des stations afin de coller au synopsis de l'ECOS. Les référents disciplinaires et pédagogiques s'occupent de la création des sujets, l'harmonisation des évaluations et la standardisation du jeu du patient. L'enjeu des années à venir est l'organisation de 3 sessions d'ECOS facultaires par an, du DFASM 1 au DFASM 3, représentant 900 étudiants qui évolueront sur ces parcours. Être référent disciplinaire pour les ECOS requiert en premier lieu d'être en mesure de proposer un scénario d'ECOS. Ça implique de s'être approprié à la fois l'esprit de l'examen, mais aussi d'avoir conscience des enjeux de contraintes très pratiques lors de la passation. Il faut se représenter exactement ce qui va se passer pendant l'examen. C'est aussi quitter sa blouse de spécialiste pour être sûr que le scénario est compréhensible par le patient standardisé, que la grille d'évaluation est compréhensible par un évaluateur non spécialiste de la discipline. Impossible de jargonner, adieu les acronymes et surtout, il s'agit d'être le plus explicite possible sur ce que pourra effectivement observer l'évaluateur pour bien évaluer de façon objective l'étudiant.
Au final, c'est probablement la rédaction de cette grille qui permet le mieux de comprendre ce qu'on veut vraiment que l'étudiant soit capable de faire devant un vrai patient de façon opérationnelle. J'ai pu mesurer combien les étudiants avaient du mal de passer à la théorie et à la pratique dans ma discipline, la dictologie, parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Il s'agit d'une discipline pour laquelle les compétences non techniques sont centrales. Les situations de départ demandent aux étudiants d'adopter un style relationnel collaboratif qui est tout sauf intuitif. Nous avons donc refondu les cours d'addictologie pour dédier une beaucoup plus grande partie à la pratique de l'entretien de façon très interactive. Les écosses peuvent ainsi devenir un vrai feedback très puissant sur les enseignements. Cette modalité, c'est une véritable innovation. Ça nous permet de nous projeter dans des situations comme dans la vraie vie. Ça nous permet de raisonner comme des médecins en service. Et ça nous met en situation d'autonomie face à un geste, un cas ou une annonce. Alors bien au-delà de l'évaluation purement théorique de protocole, on peut être parachuté dans une situation d'urgence, évaluer des signes de gravité. On peut aussi réfléchir sur un aspect plus social, comme adapter son propos au patient. En fait, il y a une réflexion sur l'humilité en médecine. La médecine, ce n'est pas seulement des connaissances, c'est aussi des compétences et une pratique, et il convient de s'y frotter. Les écosses, il y a aussi cette notion de temps imparti. Alors ça peut être stressant, mais ça nous permet de développer notre esprit de synthèse pour faire un examen clinique orienté, des examens paracliniques pertinents pour le débrouillage. Dans les écosses, il y a aussi cette dimension de revaloriser la formation initiale et particulièrement les stages. On évaluait certes sur des connaissances fondamentales, indispensables, mais aussi sur notre savoir-être et notre savoir-faire. Pour acquérir ces compétences, une seule chose de possible, le retour sur le terrain, en stage, au CHU, en CH ou chez le praticien. Cette modalité, c'est ce qui nous permettra d'aborder un peu plus sereinement l'internat. Ça sera bénéfique pour nous, futurs médecins, mais aussi pour nos futurs patients. L'enjeu de notre école des patients standardisés, c'est de pouvoir entretenir, fabriquer et proposer à nos étudiants des patients, des partenaires standardisés. Il va falloir les recruter, il va falloir les former, il va falloir aussi les encadrer et les protéger. C'est un enjeu de taille car on aura besoin d'à peu près 20, 30, peut-être 40 patients standardisés par an pour réaliser nos épreuves à la fois formatives mais aussi certificatives pour notre faculté. La participation aux écosses, pour moi, a eu plusieurs motivations. Devenir partenaire volontaire des activités pédagogiques des étudiants en médecine, participer à créer une médecine plus humaine en améliorant le dialogue entre médecins et patients et faciliter l'annonce du diagnostic. J'ai été amenée à reproduire des scénettes de 7 minutes qui décrivent l'histoire d'un vrai patient. Cela me demande de reproduire ses signes cliniques, sa personnalité, son environnement, son langage corporel et ses émotions. En tant que patiente, j'ai développé un certain savoir, un savoir-faire et un savoir-être en mémorisant les données médicales, en interprétant les consignes cliniques et psychosociales du scénario et en créant un personnage. La formation de 3 jours que j'ai suivie avec un comédien et une psychologue m'a permis d'apprendre à adapter mes postures, car il est important pour moi de me mettre à distance de mon personnage. Et cela n'est possible que lorsque l'étudiant en médecine se présente et qu'il m'interpelle par mon nom de scène et non uniquement par un madame. J'ai aussi fait un feedback en témoignant de mon vécu dans la station avec les étudiants. Ces derniers apprennent à faire face à différentes situations, différents patients. Ma posture de patient simulé a augmenté ma confiance en moi puisqu'elle est associée à un sentiment d'utilité et d'efficience. Les étudiants, eux aussi, ont développé leur confiance en eux et ont pu valider leurs connaissances. Un sentiment de bienveillance et de sécurité s'est construit dans les différentes stations pour le plus grand plaisir des étudiants, des observateurs et des patients simulés. Alors, la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, au plan national, est considérée comme une des facultés de médecine les plus en avance sur le plan des écosses.
On a démarré il y a déjà pas mal de temps, c'était à la fin des années 2000, autour de 2008-2010, grâce à l'équipe enseignante de médecine générale qui avait instauré les ECOS, qui les avait importés d'Amérique du Nord au niveau de la faculté. Et puis un petit peu plus tard, pendant la période du certificat de compétences cliniques, on a instauré des évaluations cliniques qui étaient des stations d'évaluation clinique qui s'apparentaient aux ECOS et qui sont devenues dès le début de la R2C, c'est-à-dire dans les années 2020, sous la houlette du professeur Morat, les véritables ECOS que nous connaissons actuellement. Et ça a pu se faire grâce à une équipe pédagogique hyper impliquée qui est composée du professeur Guilpin, du docteur Debien, du docteur Laurent Matatia, et puis des plus jeunes, à savoir le docteur Luquins, le docteur Yves-Marie Perse et le docteur François Carbonel. Alors les ECOS, au niveau de notre faculté de médecine, on peut dire que ça marche, que c'est quelque chose que nous sommes en train de nous approprier, mais pour que ça marche très bien et que ça réponde complètement aux attentes bien légitime de nos étudiants, il faut que ça devienne l'affaire de tous, que l'ensemble des enseignants à la faculté, mais également dans les services s'en emparent, et que nous puissions multiplier les stations d'entraînement et les stations facultaires pour pouvoir former correctement nos étudiants.